On est de retour à Port-le-Cat, donc c'est la Toussaint, c'est le début des vacances. On a juste pu faire une petite sortie en mer devant pour aller dépoussiérer un peu les voiles. Et là aujourd'hui, a priori selon la météo, c'est notre dernier jour de beau temps. Avant un enchaînement d'un épisode Cévenol qui a déjà commencé un peu plus au nord et méditerranéen. Donc on envisageait de faire une descente du côté de l'Escala. Bon bah ça c'est pas jouable. Il pleut sur tout le trajet et ensuite il y a un vent assez sévère d'est qui est annoncé avec du 4 mètres de vague dans ce coin-là, donc on oublie. Et puis sinon, on envisageait d'aller plutôt dans ce cas-là vers le nord, sauf que là, il y a de la pluie qui est annoncée. Et les modèles changent du tout au tout d'un jour sur l'autre. Donc on va voir ce qu'on va faire. Ça va se finir probablement à ce que on va pas naviguer. On va rester ici, et puis j'ai 2-3 bricoles à faire sur le bateau que je vais faire. Et puis on va aller se promener, voilà. Donc là pour le coup, je pense que vu la conjoncture, on va avoir assez peu de vidéos à partager, assez peu de balades en mer à faire. La seule qu'on ait faite, c'est hier, on n'a pas été très loin, hein. On a fait une toute petite navigation, on est parti, 3 heures. On est parti, par contre à la voile, c'était chouette. On est remonté jusqu'à Port-la-Nouvelle à peu près, pas tout à fait, mais pas loin. Puis ensuite on est revenu. Et donc là au retour, le vent était un peu forcé, il était à 16 nœuds. J'ai mis un riz dans la grand voile pour pas trop gîter. Et on avançait, on a fait des pointes à 7 nœuds, donc c'était chouette. Donc voilà, en attendant, on profite du soleil. Bon voilà, il pleut. C'est mouillé. Là pour le coup, on peut pas dire qu'on ait des conditions très terribles, donc on n'a pas pu naviguer encore. Enfin si, on a fait une après-midi où on a été se balader un petit peu, ce que j'expliquais je sais plus quand. Mais pour l'instant, c'est quand même très humide le quartier. Bon. Donc en termes de petit bricolage, j'ai différents trucs à faire. J'ai d'une part le nouveau splitter d'antenne qui devrait me permettre d'avoir une bonne émission de ma position via l'AIS, pour remplacer celui qui marche pas terrible en émission, très bien en réception pour le coup, hein, mais pas en émission. Et le dernier, c'est un shunt Victron qui me permet en fait d'avoir une restitution sur la consommation des batteries, l'état de décharge, etc. Et donc l'objectif, donc c'est un petit appareil qui ressemble à ça, dans lequel qui va s'intégrer sur le circuit électrique et qui permet soit par Bluetooth, soit via une connexion sur le réseau NMEA 2000. Alors ça, j'ai pas pris ce petit câble là encore, ce petit adaptateur, mais déjà là je veux l'avoir via le Bluetooth, connaître en fait l'état de charge des batteries, leur consommation, etc. Et ça me permettra de prendre la mesure pour savoir quel est l'état de mes batteries, savoir si effectivement elles sont en fin de vie, ou si c'est simplement vraiment une problématique de puissance de charge qui fait que cet été on était un petit peu juste au bout de quelques jours sans branchement, ok. Donc voilà, donc c'est au moins ça qu'il y a à faire, et puis voilà, donc il y a de quoi s'occuper quand même. Alors comment c'est fichu? Donc le transpondeur ressemble à quelque chose comme ça. Donc on a ici le câble de l'antenne qui arrive du mât, qui vient se brancher à cet endroit-là. Ensuite on a la sortie qui va jusqu'au boîtier de l'AIS. Ensuite on a ici la sortie VHF que je vais aller brancher à l'arrière ici du poste de la VHF. Donc voilà, et puis ensuite bien évidemment il faut alimenter tout le petit bazar. Donc
j'ai le câble électrique qui est là, que je vais venir dénuder, et puis je vais mettre une cosse sur lequel je vais venir me raccrocher sur le circuit électrique qui est derrière. Bon, bah la bonne nouvelle, c'est que ça marche bien. J'ai fini mes branchements. Et quand on regarde sur l'écran de... Alors, il y a un peu de reflet là. Quand on regarde sur l'écran, on voit que donc là, il a bien fait une émission de position. Et là, j'ai le VSWR, c'est un ratio qui permet d'indiquer le niveau de bruit sur la chaîne. Et en fait, il est à 2.4. Et donc, comme la limite max est 5, c'est plutôt bien réussi. Et du coup, on voit bien, toutes les coches sont bien vertes. On a le bouton, la LED Power qui est à verte aussi. Donc ça y est, j'ai enfin un système AIS qui émet correctement. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en termes de réception, donc on voit là les images sur QTVLM. C'est les petits triangles qu'on voit un peu partout, comme celui qui est par exemple, ceux-là, il y en a deux ici, avec la petite barre. Et bien là, on voit que c'est la position d'un bateau qui se situe, voyons voir, la distance, 7,3 000 nautiques. Donc là, j'ai au moins cette vision-là, donc ça c'est chouette. On voit, il y a des bateaux là qu'on voit aussi ici, qui a pratiquement 10 000 nautiques, donc ça c'est chouette. On voit les bateaux de Port-la-Nouvelle là-haut aussi, qui sont à 9 000 et demi. Donc ça c'est voilà, ça c'est vraiment chouette. On est enfin visible et on voit correctement. Et ça c'était le but de l'opération. Donc là, le but du jeu, ça va être de brancher le réseau NMEA 1803, qui est d'origine, donc c'est une technologie qui a une vingtaine d'années maintenant, avec du réseau NMEA 2000. Donc j'ai acheté un petit multiplexeur qui permet de récupérer en entrée et en sortie d'ailleurs, hein, c'est bidirectionnel, du NMEA 1803. Et ici, j'ai une prise pour du NMEA 2000 qui va me permettre de le brancher sur le reste du réseau. Donc l'idée, c'est d'avoir une intégration complète de l'électronique. Donc on va voir comment ça se goupille pour essayer de mettre ça en place. Alors j'ai ici le branchement existant, donc un joli sac de nouilles, dans lequel on reconnaît donc la tresse qui est la masse. Et puis ensuite, j'ai repéré un peu par déduction les différents câbles. Donc on voit ici que c'est du GPS, le vert et le jaune qui sont là. C'est les câbles GPS qui sont reliés à la VHF. Donc ça, c'est une bonne information parce que je sais que la VHF est un récepteur. Et donc ça veut dire que les bleus et rouges qui sont là correspondent à l'arrivée des informations de GPS qui viennent du boîtier qui est ici. J'ai un peu potassé le fonctionnement du NMEA 1803. En gros, il y a deux câbles pour l'émission, deux câbles pour la réception. Et en fonction du flux d'informations, on branche les câbles les uns avec les autres. Donc maintenant, je vais brancher tout ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors ici, on a le réseau NMEA. Donc c'est la technique est assez simple, hein, le principe est assez simple, puisqu'en fait c'est un bus qui est ici à l'horizontale, dans lequel on peut éventuellement faire des liaisons par câble. Donc ça c'est le câble qui part vers le cockpit, là où est le traceur. Et ensuite il y a des T qui permettent de brancher les différents accessoires. Donc là j'ai un T qui est disponible avec son câble et qui va me permettre d'y brancher le petit multiplexeur via sa prise qui est ici. Alors ça y est, j'ai bien avancé sur le système. Donc on a ici le multiplexeur qui permet du coup d'interconnecter un certain nombre de choses. Donc ce que j'ai fait, alors là j'ai un peu démonté les trucs, là il faut que je le remette en place correctement, je suis en train de re-ranger parce que là il y a quand même pas mal de bazar. Donc je vais re-ranger ce qui va bien au bon endroit. Alors, au bilan, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici, chose que je vais laisser débrancher, c'est l'arrivée de l'antenne GPS extérieure qui alimente du NMEA 1803, mais finalement j'en ai pas tout à fait besoin puisque sur le traceur en extérieur, il y a déjà un GPS. Donc je vais le laisser à poste quand même, ça peut toujours servir de secours au cas où. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que on a
sur le fonctionnement de ce boîtier-là, j'ai mis un peu de temps à comprendre en fait comment ça fonctionne. On a une arrivée qui est ici, qui est le port, c'est le câble du NMEA 2000, donc qui est branché au réseau, parfait. Ensuite, on a deux ports, en réalité trois ports. On a une connexion pour du CITO, bon ça on s'en fiche, parce qu'on n'en a pas. Et ensuite on a deux ports, un bleu, un jaune, port 1, port 2, avec du RX et du TX. Et là où j'ai mis un peu de mal à comprendre, c'est qu'en fait le RX-TX, c'est sur le positionnement de ce truc-là. C'est-à-dire que quand il reçoit, ça doit arriver sur du RX, lorsque lui émet, ça doit aller sur du TX. Et donc le GPS, qui est ici, le GPS de la VHF, va du TX vers la VHF en tant que telle, et donc ça permet d'avoir les positions GPS sur la VHF qui est ici, en utilisant le traceur qui est dans le cockpit. Donc ça c'est un premier changement, parce qu'avant j'étais obligé de démarrer ce traceur là pour avoir les coordonnées GPS pour le renvoyer là-dessus. Donc c'était quand même pas super pratique, parce qu'on peut pas dire que ce soit un truc très utile et très efficace. Deuxièmement, on a par ailleurs la connexion, alors je dis une bêtise, ça c'était la connexion justement de l'ancien traceur, donc ça je le mets de côté. Et ici c'est ça la connexion GPS que je vais laisser en entrée, ce qui me fera du spare branché et direct, c'est ça auquel je pensais en fait. Ensuite on a le GPS qui renvoie la connexion qui va sur le TX, donc le multiplexeur renvoie les positions GPS ou à la VHF. Et ensuite sur le port numéro 2, ce que je vais faire, c'est ce que j'ai pas réalisé, c'est que cette VHF là, c'est une VHF ASN, c'est-à-dire qu'elle fait de l'AIS. Donc j'ai deux équipements AIS, j'ai celui-ci, la VHF qui est en réception, et j'ai celui-ci qui est en réception-émission. Donc jusqu'à présent, j'avais branché ce transpondeur-là sur l'ordinateur pour l'avoir en réception, et qui ensuite le renvoyait sur le réseau NMEA 2000, mais du coup, je ne pouvais pas avoir l'AIS sans démarrer l'ordinateur, donc ça m'embêtait un peu. Et en fait, j'ai eu l'illumination cette nuit. Je vais brancher... Alors il faut que je retrouve les câbles, hein. Ça doit être deux de ceux-là, là. Je vais brancher les sorties AIS de la VHF en entrée du multiplexeur qui devrait pouvoir me l'envoyer directement sur le réseau. Et donc, par ce biais-là, je n'aurai plus besoin de connecter l'ordinateur au transpondeur, lui vivra sa vie dans son coin pour pouvoir émettre la position de Zakar. La VHF enverra les positions AIS sur le réseau NMEA 2000 pour que le traceur et l'ordinateur puissent le recevoir. Donc voilà, donc je vais faire ça. Et puis je vais faire un peu de rangement dans mon bazar de câbles là, parce que c'est un peu le bins. Alors, ça y est, j'ai refait les branchements propres. Donc on a, sur le port numéro 1, la partie GPS qui transfère la position GPS du traceur du NMEA 2000 vers la VHF. Et en entrée, j'ai le bleu et le gris qui sont donc, le transpondeur est en réception ici, et donc qui est censé récupérer les positions AIS des autres bateaux. Alors la seule truc qu'il faut que je fasse, que je finisse de faire, c'est au niveau des settings NMEA ici, il faut que je me mette en port numéro 2 qui est le jaune en 38400 qui est la vitesse à laquelle reçoit, voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant si je regarde ce que ça m'envoie en termes de traces, on devrait voir des choses apparaître, voilà. Donc là ça a l'air de marcher. On a des positions AIS là qui s'affichent sur le réseau, je pense que ça marche. On va aller voir, maintenant je vais me mettre sur le traceur dehors, je vais l'allumer et on va voir ce que ça donne. Et d'ailleurs là en l'occurrence, on voit que la VHF n'a pas de position, il n'y a pas le GPS. Ce qui est normal puisque le traceur extérieur n'est pas encore allumé. Ce que je vais aller faire de ce pas. Donc voilà, donc ça démarre, j'accepte l'avertissement. Ça va se connecter et on va voir si on reçoit. Et qu'est-ce qu'on voit là? Une belle position AIS. Je sais pas si ça se voit trop à la caméra. C'est ici, là on voit un petit triangle. Ouais, ça y est, les bateaux qui apparaissent. Ah, ça c'est une super news. Ça fonctionne parfaitement bien.
Ça fonctionne parfaitement bien. Ce qui veut dire, c'est que ça y est, j'ai donc l'AIS qui fonctionne sur Zaka. J'ai donc l'AIS qui fonctionne sur Zaka sans avoir besoin de démarrer l'ordinateur. Ça, c'est vraiment cool. Bon, et normalement, sur la VHF, on va retourner voir. Nous devrions avoir la position GPS qui s'affiche. Et c'est bien ce qu'on voit. Ici, on a bien 42 degrés 52 minutes 05 nord. Donc ça marche. Yes! Ça, c'est une très bonne chose. Bon, on va voir. A priori, on en a encore pour aujourd'hui, demain peut-être. Et avec un peu de chance, mercredi, ça va se calmer. Et peut-être qu'on pourra les naviguer un peu. En tout cas, jeudi, c'est sûr. Sur les modèles actuels, ça a l'air d'être plutôt sûr. Donc ça, c'est bien. Et du coup, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va pas se laisser abattre. On va prendre l'apéro pour fêter l'anniversaire de Léna. Joyeux anniversaire! Nous profitons d'une petite fenêtre météo pour aller faire un tour à Carcassonne, visiter le parc australien et la cité médiévale. Voilà, donc ça, cet animal semble s'appeler une tyrolienne. Mais non, je déconne, c'est une amure. Nous y voyons des autruches, des wallabies albinos, à cause de leur pelage blanc qui vont être beaucoup plus facilement repérables par les prédateurs et donc malheureusement ne vont pas durer très longtemps dans la nature. des kangourous géants, dont une maman qui porte son petit dans sa poche ventrale, ainsi que des kangourous roux qui nous montrent bien le fait qu'ils ont 5 pattes en fait, et non pas que 4. On aura essayé de nourrir les wallabies, mais avec un succès pour le moins discutable. Nous finissons la visite avec du nourrissage d'autruches. Nous allons ensuite visiter la cité médiévale de Carcassonne, un endroit magnifique, extraordinairement bien conservé. On s'est régalé. Il pleut, il pleut. Ouais, on a eu pas mal de petites fuites avec toute cette pluie là cette nuit. Il y avait ici le hublot au-dessus de la table à cartes qui fuyait à grande eau par là, hier. Donc j'ai mis une bassine, ça est encore en train de sécher un peu. Et en fait, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai nettoyé le joint et le carreau. J'ai bien refermé. Ça a l'air d'aller pour le moment. Ça a l'air sec. Bon, on va voir. L'autre fuite, c'est tout au fond là-bas, derrière dans la cabine de Lilian, de la partie en bois là-bas. C'est sous la console du cockpit. Le seul truc à changer en fait que j'ai installé moi, c'est le traceur Garmin. Donc et effectivement, vu comme c'est fichu, il y avait des vis qui passaient à travers la fibre qui n'étaient pas sans joint. Donc vu ce qu'il est tombé, il n'est pas improbable que ça ne soit pas arrivé par là. Donc du coup j'ai remis, c'est pareil, j'ai mis du Sika à cet endroit-là. Et avec un peu de chance, là on aura quelque chose qui sera étanche. Bon voilà, c'est la chasse aux fuites quoi. L'avantage de la pluie, c'est que ça permet de le voir parce que en été dans le coin il pleut assez peu quand même. Alors là, je suis autre bricolage, je suis en train d'installer un shunt pour avoir des informations sur le chargement des batteries, ce que je montrais précédemment. Donc je l'ai installé à cet endroit-là. Pour que ce soit à peu près au niveau de la hauteur des différentes batteries, de manière à ce que si jamais malencontreusement je vais avoir de l'eau, que ça ne soit pas inondé si c'est trop bas. Donc là je l'ai mis à cet endroit-là. Et donc j'ai récupéré les connexions négatives du circuit pour le mettre en sortie de shunt. Et ensuite je vais aller récupérer le neutre qui est là pour le ramener à cet endroit-là. Ce qui permettra du coup d'avoir le shunt en série et avoir du coup des informations sur la batterie. Chose très intéressante que j'ai découverte, c'est que le moins de tout le matériel qui est ici, de tous les instruments, était branché sur cette batterie là.
Et donc, en conséquence, les deux batteries n'étaient pas exploitées à pleine puissance, puisque c'est comme si on n'avait qu'une seule batterie et que l'autre la rechargeait. Donc là, le fait d'avoir le moins sur l'autre derrière fait qu'on a un pairage des deux batteries et donc d'avoir une double puissance. Et ce qui pourrait expliquer pourquoi j'ai eu des problèmes de charge cet été. Bon, l'inconvénient, c'est que du coup, c'est la première batterie qui a essentiellement tiré, qui est utilisée. Donc il est fort probable que celle-là meure avant l'autre. Bon, c'est comme ça. En tout cas, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus performant d'un point de vue énergétique, et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça y est, je viens de finir les branchements. Donc, le petit câble rouge qui est ici, qui part du shunt va jusqu'au plus de la batterie. C'est ce qui permet d'alimenter. Et du coup, j'ai la petite diode bleue Bluetooth qui clignote. Et donc, j'ai pu installer sur le téléphone, je l'ai sur l'application Victron. Il m'a mis une mise à jour, il vient de me faire une mise à jour. Et ça y est, là je suis branché. Et suspense, on voit l'état de charge 100%. Voilà. Donc, j'ai mon état de charge qui est à 100%. J'ai ma tension à 13,6. J'ai 3 ampères de courant en cours. Et là, j'ai du coup pas mal de... Bon, j'ai plein d'informations. Bon, c'est le début, hein. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir... Ah oui, c'est intéressant. On voit le cumul de la décharge, de l'ampère-heure consommé. Les tendances, bon ça on verra plus tard. Bon bah voilà. Donc ça c'est une bonne chose. On voit la consommation directe de la batterie. Et ça, c'est quand même pas mal. Bah voilà, c'est fait. Et hé, là-haut, regarde, il y a du soleil, il y a de la lumière. Donc quand le soleil ne tienne, on part direct. Eh bien, en fait, on va tenter d'aller faire un petit tour du côté de Gruissant. Donc là, on vient de démarrer le moteur. On est prêt à parier. Et puis, bah, j'ai envie de dire, c'est parti.